Très bien. Bonjour tout le monde. Donc, certainement que d'autres personnes vont joindre encore ce webinaire. On va commencer, il est 20 heures. Donc, bienvenue. Bienvenue aussi à Thomas qui va animer ce webinaire. Donc, c'est le 8e. Le thème, ce sera le squat neuromoteur et Thomas va vous présenter dans quelle mesure le squat peut être aussi bien un outil de bilan qu'un outil de traitement. Voilà. Thomas, écoute, je vais te laisser la suite. Donc, je te laisse partager ton écran. Ouais. On y est. Et on réduit ça. Bonjour. Donc, bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire sur le squat neuromoteur. Donc, il va parler du squat neuromoteur en tant qu'outil de diagnostic et de traitement. Moi, c'est Thomas Caroussel. Alors, je suis désolé, j'ai la vidéo qui marche pas ce soir. Donc, du coup, je suis masseur kinésithérapeute du sport. Formé en kinésithérapie du sport via Kinésport Expert. Après, en thérapie manuelle orthopédique et structurelle, en cursus de Running, en Mackenzie AEB et d'autres encore formations à côté. Au cours de ma pratique, pour vous présenter un petit peu, j'ai eu l'occasion de travailler avec des sportifs de haut niveau, notamment les champions du monde 35 ans de tennis, français du coup. Après aussi au niveau de pas mal de trailers. Je suis actuellement dans une activité libérale en Corse. À côté de ça, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Au niveau de ma pratique, du coup, je me suis orienté beaucoup au niveau de ce qui se faisait aux États-Unis, donc par nos collègues physiothérapeutes, avec notamment Kelly Starrett, les principes d'étagement articulaire, les principes de mouvement fonctionnel qui ont été assez développés par Greg Cook, même si on a des auteurs aussi en France comme Benjamin Delmoral. Donc, je me suis intéressé un peu à tout ça. J'ai fait pas mal de lectures pour faire évoluer ma pratique justement dans ce sens-là. Et au fur et à mesure, est née un petit peu cette façon de procéder avec des principes qui me tiennent à cœur, comme le test-retest. Et c'est ce qu'on va essayer de partager ce soir par un bilan fonctionnel via le squat et aborder un petit peu tous ces principes-là. Normalement, je serai à la discussion. Okay. Si jamais à un moment donné vous avez une question urgente ou quoi, vous pouvez la mettre dans la discussion, ça me fera une notification. Donc du coup, on va présenter un petit peu ce qu'on va voir ce soir, à quelle sauce vous allez être mangé. On va introduire le sujet forcément. Après, on va voir l'intérêt du bilan fonctionnel. Quelles sont les études scientifiques qui justement nous valident cet intérêt du bilan fonctionnel? À quoi il sert? Comment il fonctionne? On verra en quoi le squat, aussi appuyé par des études scientifiques, est un mouvement complet qui nous permet d'avoir une analyse très précise de beaucoup de choses et quelles sont les études qui l'appuient. On verra qu'est-ce que c'est qu'un exercice neuromoteur, son utilité et pareil, les études qui peuvent être appliquées sur certains de ces exercices et qui vont nous permettre d'être le plus efficace possible dans notre rééducation. On présentera un ou deux exercices pour que vous puissiez les utiliser dès demain dans le cabinet, dans vos cabinets ou dans vos stades de préparation physique, selon votre activité. On abordera rapidement les concepts d'étagement articulaire. On résumera un peu tout ça et la partie la plus intéressante où on lira tout sera les cas cliniques. Donc avec un cas clinique assez simple au départ et un cas clinique un peu plus compliqué ensuite, assez complet, où on va pouvoir voir en fait toutes les compensations possibles et les mises en place de traitements avec les principes de test-retest et donc du coup vraiment avoir une vue d'ensemble de cette façon de procéder. Oui, si tu veux. Donc, souvent, quand je parle avec des jeunes diplômés, ils me disent que dans nos études, on a appris à rechercher la zone douloureuse, à faire un grand bilan. On passe demi-heure à faire un bilan et en fait, à la sortie, ils ne savent pas forcément quoi faire pour soigner la personne. C'est vrai que lorsqu'on était étudiant, on nous a appris à tester la zone douloureuse, à la travailler dans différentes façons, à faire des traitements locaux sur cette zone. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, on cherche à être spécifique. Donc, on est d'accord qu'on ne va pas soigner une entorse de cheville en travaillant les cervicales en première intention. Mais le problème de chercher des fois à être trop spécifique, c'est qu'on va perdre l'aspect fonctionnel du mouvement. Donc, on fonctionnait avec des tests cliniques de la zone douloureuse pour évaluer une structure lésée et faire un traitement local de cette zone. Greg Cook, qui est le fondateur de la méthode FMS, il a dit une phrase qui me parlait vraiment, qui me parle toujours, qui disait « J'évaluais l'athlète devant moi comme un problème de genou et pas comme un athlète qui ressentait des symptômes sur une partie de son corps, mais qui avait des multiples problèmes. » De cette phrase, ça met en valeur toute la relation de cause à effet et la relation d'interdépendance que nous avons dans notre corps.
chaque segment est interdépendant des autres. Si par exemple, vous avez un déficit de dorsiflexion au niveau de votre cheville, au niveau de votre genou, ça va s'exprimer par un valgus dynamique de genou dès que vous allez faire un schéma de triple flexion au niveau de votre membre inférieur. Autre exemple, vous avez une hanche qui est trop raide sur la rotation externe, mais du coup, vous allez avoir une difficulté à venir amener cette hanche vers la rotation externe et vers l'extension le plus souvent, ce qui va entraîner une compensation lombaire en rotation. Donc, on a plein de compensations qui vont se mettre en place. Et si on cherche juste à soigner la zone douloureuse au départ, on a le problème qu'on va avoir un risque de récidive, on va agir que sur la fin d'une chaîne de compensation et on va passer à côté de tous les déficits de compensation que notre patient a, que notre sportif a. Ça va entraîner un manque d'efficacité et aussi de logique de traitement. Parce que du coup, vous n'allez pas avoir ou on ne va pas avoir en fait de fil conducteur dans notre traitement et de cohérence dans notre plan de traitement et dans notre planification. De cette relation de cause à effet et d'interdépendance entre chaque segment, c'est pas nouveau, hein, on a retrouvé énormément d'exercices qui sont nés dans les dernières années. Sur les 5 dernières années, on a vu vraiment notre boîte à outils s'est considérablement augmentée avec les exercices proprioceptifs, le travail du corps. On trouve énormément de vidéos sur les réseaux sociaux sur le travail du corps, sur les tests fonctionnels, sur les exercices de pied, les exercices moteurs, les mouvements fonctionnels, ce qui fait qu'on a une boîte à outils hyper importante. On a énormément d'outils dans notre boîte. Le seul truc, c'est qu'il faut savoir quel outil prendre pour avoir le traitement le plus efficace. Donc ça va dépendre de notre bilan. C'est notre bilan qui va nous permettre d'être le plus efficace possible et de mettre en place la planification la plus adaptée. Souvent, quand on fait une formation, on a envie de la mettre en application et on va essayer d'utiliser cette formation sur toutes nos pathologies. Et au départ, ça nous permet justement de se l'approprier, de la maîtriser, mais là où on va devenir le plus efficace possible, c'est quand on va être capable de choisir le bon outil, donc la bonne partie de vos formations, l'outil que vous avez retenu de cette formation pour la personne qui le nécessite. Et donc, être vraiment en fonction de notre bilan et pas en fonction de ce que l'on sait faire. Donc, au niveau des États-Unis, alors, pardonnez-moi pour la prononciation, il y a le docteur Barbara J. Hogenboom qui justement a mis en évidence le fait que pour faire un entraînement musculo-squelettique et pour avoir la capacité d'observer un mouvement, il fallait être capable déjà de le faire soi-même. De le faire soi-même afin de pouvoir l'analyser. Si on n'est pas capable soi-même de voir les différents déficits, les différentes compensations que l'on peut trouver sur un mouvement, ça va être très difficile de pouvoir les localiser chez nos patients. C'est pas pour rien que la plupart des kinésithérapeutes qui se spécialisent dans ce sport pratiquent ce sport. Ça permet de se l'approprier, de comprendre les mécanismes qu'il y a. Donc, on retrouve vraiment ce système-là. Une fois qu'on est capable d'observer tous ces petits déficits, c'est là où on va pouvoir mettre en place les exercices appropriés, les mouvements correctifs et utiliser éventuellement la thérapie manuelle pour les déficits articulaires qu'on pourrait retrouver. Le docteur Sarman, elle, c'est une femme qui a parlé du système du mouvement humain. Donc, normalement, c'est en anglais, là, c'est une traduction. Donc, c'est au niveau de la physiothérapie américaine, on se dirige vraiment sur une pierre angulaire du mouvement fonctionnel pour la physiothérapie. C'est-à-dire que vraiment, elle cherche à amener la rééducation fonctionnelle et ce socle de mouvement fonctionnel en pierre angulaire, donc en socle de la kinésithérapie, afin d'améliorer le plus possible notre prise en charge des patients. Donc, comme je vous disais, cette approche, elle n'est pas nouvelle. J'ai plus la fenêtre. Pas de discussion. Donc, cette approche, elle n'est pas nouvelle. Que ce soit au niveau kinésithérapique ou au niveau de la préparation physique, on retrouve de plus en plus cette importance de tester et de travailler. Gray Cook, le fondateur de la méthode FMS, a mis le Functional Motion Screen. Pourquoi ça me fait des sous-titres? Donc, a mis en place un score fonctionnel de mouvement qui vise justement à évaluer le potentiel de notre athlète à s'organiser dans l'espace sur différents types de mouvements. Ce score sert à éventuellement prédire un risque de blessure, ou dans le cadre de la rééducation, à justement rendre notre athlète plus adaptable à son environnement. On a aussi
On a aussi, par exemple, Benjamin Delmoral, qui était le préparateur physique du Stade français lorsqu'ils ont remporté le bouclier du Brennus au rugby, qui lui disait qu'il a souvent vu des athlètes qui avaient un potentiel extraordinaire, qui étaient extraordinaires sur le terrain et qui pourtant sur les différents tests de force, de vitesse et, et par leur capacité physique de départ, ne semblaient pas être des athlètes qui allaient être les plus performants. Et là où il s'est rendu compte que justement c'était sur le côté fonctionnel, le côté proprioceptif de ces athlètes qu'ils surperformaient dans ces secteurs-là. Et donc du coup, il a mis en place justement ces protocoles de renforcement fonctionnel pour les athlètes avec les résultats qui ont suivi. Donc il y a énormément d'auteurs, de préparateurs physiques, de kinés qui utilisent ça. Alors, la question, c'est que en tant que kinésithérapeute, on n'a pas énormément de temps dans notre pratique. Donc, du coup, faire des dizaines et des dizaines de tests fonctionnels, sachant que déjà, il faut faire quand même l'anamnèse, il faut quand même vérifier nos drapeaux rouges, ça nous prend du temps. Donc, pourquoi pas commencer par seulement un test fonctionnel? Et si on doit prendre un test fonctionnel, lequel prendre? Et pourquoi pas le squat? Le squat, c'est un exercice qui permet une analyse dans les 3 plans de l'espace. C'est polyarticulaire. Ça teste le range of motion, c'est-à-dire la mobilité de votre articulation dans tous ces secteurs. Donc, dans le test sur un côté fonctionnel, c'est accessible à tous, c'est évolutif. Vous pouvez passer du squat bipodal au squat chargé, au squat unipodal. Et donc, du coup, vous allez pouvoir mettre en évidence de la même façon, puisque ce seront le même type de compensation, avec vraiment un contexte évolutif. C'est symétrique et ça peut être également utilisé pour vos traitements ensuite, pour le renforcement et l'activation. Là, c'est la partie un peu barbante, mais en même temps qui va être intéressante au sens que dans notre métier, plus ça va aller, plus on va avoir besoin d'avoir des preuves. Donc ça, c'est quelques études que je vous ai mis, je vous en ai mis 7. Il y en a des dizaines et des dizaines. J'ai essayé de vous en retenir quelques-unes, sinon je vais vous perdre assez rapidement et vous allez partir dîner. Donc, du coup, là, le back squat velocity. Alors ça, ils ont utilisé le back squat, donc il y a un squat avec la barre derrière vos épaules, d'accord, le back squat. Il y a plusieurs types de squats, le front squat, etc. C'est pas le sujet. Pour évaluer, en fait, ils ont évalué la vitesse de descente, pour évaluer la fatigue neuromusculaire d'athlètes de rugby avant, après et 2 jours après un match. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, par la vitesse du squat, on pouvait avoir d'une façon reproductible une corrélation avec la fatigue neuromusculaire de l'athlète qui est évaluée par d'autres tests qui étaient déjà validés. Donc, une vraie reproductibilité et vraiment un aspect neuromusculaire intéressant. Ensuite, on a l'étude de Macron, Bell, Padua, donc il y en a plusieurs sur ce thème-là, qui parle de l'effet de la limitation de la dorsiflexion de cheville sur la biomécanique du membre inférieur pendant un squat, où on retrouve justement ce valgus dynamique de genou, la compensation de hanche, toutes les compensations qu'on peut avoir. C'est une étude très intéressante. Vous en avez même une là qui est sortie de 2022, qui aussi parle de l'influence de la dorsiflexion sur les mouvements de triple flexion. On a Schoenfeld, qui est un grand auteur aussi, qui a parlé de tout le mouvement du squat, sur les applications de force, sur les contraintes que ça met en place sur toutes les articulations et sur tout ce que ça engage. On a ensuite un point très important qui est celui-là de Glaus et Wetz, qui lui va en fait nous mettre le point clé de l'évaluation fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit reproductible. Quand on fait un bilan, si votre bilan est différent entre le matin, le midi, le soir ou avec votre collègue, mais votre bilan déjà il est faussé. Vous n'allez pas avoir une évolution qui sera évaluable de façon reproductible et donc du coup efficace. Donc sur les tests fonctionnels, justement, les études ont montré qu'il y a une fiabilité intra- et inter-évaluateur sur tous ces mouvements fonctionnels. Donc ça va nous permettre vraiment d'être précis, reproductible et donc avoir un plan de traitement qu'on va pouvoir faire évoluer en fonction de notre test. FMS, donc justement les intérêts, ce que ça met en place, qu'est-ce que c'est qu'on va réussir à voir par justement différents mouvements fonctionnels, dont le squat profond. Miller, donc ça c'est la reproductibilité et la validité de l'évaluation du valgus dynamique de genou donc c'est tout ce qui est dynamique ni-valgus, le DKV, le test DKV sur les sauts, réception à une jambe, etc. et les facteurs de risque que vous allez retrouver du coup de blessure. Et le dernier, c'est la relation
Ça, c'est un article très intéressant entre le corps de votre dos, donc le corps de votre stabilité dorso-lombaire, la faiblesse de hanche et l'alignement frontal de votre genou. C'est-à-dire que même si vous avez juste un déficit au niveau dorso-lombaire de votre gainage, eh bien, potentiellement, ça peut vous entraîner des problèmes de stabilité au niveau de votre genou. Donc, typiquement, sur un genou qui est en sursollicitation avec des surcontraintes et qui est dans un contexte de tendinopathie, parfois, eh bien, justement, aller faire du gainage sur tout votre groupe dorso-lombaire et améliorer en fait le principe de corps va permettre d'améliorer. Et si vous faites que de la rééducation du genou, eh bien, vous n'allez pas vous en sortir. Ça, c'est une étude qui a justement déjà utilisé le squat point par point en mettant les causes et les corrections à apporter en fonction des différents points. Ça a été le premier bilan par squat qui a été fait par le Grégory Desmayer, qui a fait beaucoup de publications. On retrouve Schoenfeld dedans aussi. Et où on va voir en fait toutes les erreurs possibles via un tableau qui va nous permettre d'avoir un score sur le squat. Avec du coup, par exemple, la position du chiffre de hanche. Ici, c'est ce qu'on appelle le chiffre de hanche, où on va voir que le patient va venir décaler son appui plus sur une jambe que sur l'autre, donc avec la ligne des hanches qui est par exemple pas parallèle, et donc du coup, la cause et les corrections à pouvoir faire. Donc, renforcement du complexe fessier, renforcement unilatéral avec des exercices de force, et renforcement des flexisseurs de hanches, etc. Je ne suis pas forcément d'accord sur toutes les corrections, mais ça a été la première fois que justement on utilise le squat pour voir tous les défauts. Là, par exemple, sur le vagus de genou, on va retrouver justement les stretches des adducteurs, les mobilités de hanches, la raideur de la chaîne postérieure, etc. Donc, quel est l'intérêt d'utiliser le squat en première intention? Là, vous avez compris, ça va être la diapo déjà qui va lier un petit peu. Le squat va permettre de tester le patient sur un côté fonctionnel. Il va mettre en évidence les erreurs de mouvement. Et ces erreurs de mouvement, du coup, ça va nous permettre de cibler des zones qu'on va tester de façon reproductible. Du coup, on va localiser ces zones à traiter. Et ces zones à traiter, on va utiliser l'activation par les exercices neuromoteurs, avec les exercices du coup EBP, pour pouvoir justement avoir, par le test-retest, on va tester, corriger, retester et voir si on a une amélioration. Et là, on va déjà savoir si notre traitement, il est bon ou pas, de façon immédiate. On a une progression, on n'a pas de progression. Si on a une progression, du coup, on va pouvoir remonter notre flèche, retester notre zone par les tests qu'on a fait qui sont reproductibles, et ensuite l'intégrer dans le schéma fonctionnel, ce qui va nous permettre justement déjà de faire de l'intégration motrice en ayant modulé la douleur de notre patient et en ayant déjà amélioré sa mobilité. Ça va nous permettre du coup d'obtenir l'adhésion du patient. Nous, on sait déjà qu'on est sur le bon plan de traitement, donc ça va nous faciliter la planification. Et donc, du coup, déjà, au bout d'une séance, on sait déjà où est-ce qu'on va. Bien sûr, on n'oublie pas l'anamnèse et le questionnement des drapeaux rouges avant de lui faire des squats. D'accord? S'il a une fracture, s'il y a vraiment tout ce questionnaire-là qu'il va falloir avoir. S'il a un syndrome du queue de cheval, pareil, on va éviter. S'il est tétraplégique, aussi. Bon, en seconde intention, le squat, c'est le mouvement qu'on utilise tous les jours, donc de façon adaptée. Mais quand on s'assoit, qu'on se lève, qu'on monte les escaliers, c'est des mouvements qui sont quotidiens. Notre corps est adaptable, mais il a ses limites. On a besoin de garder en fait cette certaine forme. Major mouvement, tout le monde le connaît maintenant, il a décrit justement le processus d'adaptabilité du corps humain par un cercle où moins vous faites d'exercices, plus votre cercle se réduit. Et donc, du coup, tous les exercices qui étaient en dehors de ce cercle vont devenir douloureux. Et plus vous allez avoir une activité physique et une bonne hygiène de vie, plus votre cercle va grandir et vous allez avoir tous ces mouvements-là qui vont re-rentrer dans le cercle non douloureux. Ça, c'est le principe d'adaptabilité. Et donc, le squat va être une bonne façon de se renforcer pour maintenir une forme intéressante pour chacun, notamment chez les personnes âgées. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà dit. Donc c'est le point de départ des mouvements de poussée, tirage et portage. Et ce qui est intéressant, c'est aussi que ça peut être évalué, quelle que soit la condition physique du patient. Tétraplégique, paraplégique, je suis d'accord, on ne pourra pas. L'intérêt du squat par rapport au renforcement isolé, je ne crache pas du tout sur le renforcement isolé. Il peut avoir des intérêts très intéressants sur des sidérations, sur des patients très douloureux, pour permettre l'activation de muscles non inhibés, et c'est facile à exécuter. Donc, des fois, en première intention, on va l'utiliser. Par contre, il y a des études qui montrent que le renforcement isolé, par exemple, ne va pas améliorer le valgus de genou.
Ça peut être généralisé aux autres compensations. Ça ne travaille pas le schéma moteur. Alors que le squat, justement, va le permettre. Par contre, un squat va être douloureux quand ça va être mal effectué, par exemple. Donc, parfois, ça va être intéressant de passer par l'autre phase. Donc, le thème du webinaire, c'est le squat neuromoteur. Donc, on va définir qu'est-ce que c'est qu'un exercice neuromoteur. Donc, c'est un exercice qui permet de développer et d'entraîner les aptitudes motrices fines et globales. Ça va stimuler la proprioception, le contrôle moteur et ça va viser surtout à entraîner des groupes de muscles complets et des mouvements complexes. C'est ce qui va nous permettre d'optimiser le mouvement en utilisant des stimuli diversifiés. Un exercice neuromoteur, en fait, c'est votre caisse à outils qui est énorme et en fait, ça va partir de l'élastique que vous allez mettre aux chevilles pour stimuler vos fessiers. Ça va être les indications verbales que vous allez dire à votre patient, comme l'utilisation du miroir pour la prise de conscience du schéma moteur de votre patient. Donc, c'est quelque chose de très large. Son intérêt, l'intérêt de ces exercices, ça va être de lever les inhibitions, améliorer la compréhension des mouvements, faciliter l'activation musculaire, restaurer un schéma moteur, faire prendre conscience des compensations et améliorer la conscience corporelle. On a des études sur ces différents exercices neuromoteurs. Vous avez par exemple le protocole GLAD. Je ne sais pas s'il y en a certains de vous qui en connaissent. Ça, c'est utilisé au Canada sur tout ce qui est arthrose de genoux, hanches et lombaires, où ils ont mis en place tout un protocole d'exercices neuromoteurs, de renforcement spécifique des différentes articulations. Et donc, du coup, ils ont fait des études en double aveugle et ils ont eu une très bonne amélioration sur le score d'autonomie et notamment la douleur des patients dans les trois types de pathologies. Vous avez Hopper, qui justement a montré, c'est une équipe de netball, le netball c'est une forme de basket, qui a montré que justement l'utilisation de renforcement neuromusculaire, donc d'exercices neuromoteurs associés au renforcement, avait eu des modifications sur la biomécanique des genoux de ces athlètes donc jeunes de netball, notamment sur les scores de DKV et sur les réceptions de saut. Vous avez là une analyse de l'activation des muscles qui justement est augmentée lorsqu'on réalise des exercices neuromoteurs avec des stimuli d'élastique, des stimuli verbaux, etc. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces sources. Hein. Là, pour le coup, ça se retrouve très facilement sur PubMed. Vous tapez maintenant, vous pouvez avoir toutes les traductions des articles, c'est très simple. Et vous avez encore Cook qui a fait J-Cook qui avait fait toute une publication sur les différents exercices intéressants pour les tendinites d'Achille et les tendinites patellaires qu'on retrouve beaucoup d'exercices neuromoteurs également. Là, je vais vous présenter, du coup, ça y est, on part dans le vif du sujet, ce qui va nous intéresser un petit peu plus sur, par exemple, la mobilisation par libération par bande élastique. Donc, ils appellent ça libération with movement ou movement mobilization aux États-Unis. En fait, ce qui va être intéressant avec ce type d'exercice, c'est que ça va reproduire les effets de la thérapie manuelle, mais en utilisant tous les réflexes d'inhibition gamma, en utilisant les muscles. Et donc, du coup, on va avoir une efficacité très importante et assez immédiate. Par exemple, cet exercice ici est un exercice où on va venir mettre la bande élastique qui tire quand même à 50 kg à peu près, qui va tirer à la perpendiculaire de notre articulation de la hanche. Et on va venir réaliser des mouvements avec le bras qui va venir, le coude va venir suivre l'axe du genou jusqu'à venir se poser à côté du pied et après faire des ouvertures. Le fait de venir faire ceci, on va avoir une tension sur le joint articulaire de la hanche et vous allez venir libérer toutes les structures de votre hanche et vous allez récupérer vraiment de la mobilité. On peut faire celui-ci, on peut faire le windmill. Si vous voulez, à la fin de la présentation, si vous voulez que je vous montre 2-3 vidéos de ce type d'exercice, je les ai sur l'ordinateur. Les études qui le prouvent. Donc là, on a une étude de pourquoi le faire déjà, que comme quoi, chez les lombalgies chroniques, on a une mobilité de hanche qui est réduite de façon très importante. Donc, cette importance de mobiliser la hanche. Si un jour, vous voulez tester, vous voyez quelqu'un qui a des douleurs lombaires, vous le mettez sur le ventre, vous lui demandez de faire une extension de hanche, et vous allez voir que d'un côté, il arrive à la lever, et de l'autre côté, quand il y a une restriction de hanche, il va venir faire une extension lombaire, donc extension, rotation lombaire. Et il va vous dire, ça me pince à cet endroit-là. Souvent, du coup, sur des lombalgies, on va avoir vraiment cette causalité entre la hanche et les lombaires, une compensation qui va se mettre en place. Donc, si vous venez pas corriger votre hanche, eh bien, vous allez avoir des surcontraintes au niveau lombaire que vous n'aurez jamais résolues en vous occupant juste des lombaires. Une étude de Rayman qui, du coup, montre que la mobilisation de hanche latérale avec élastique, c'est un des meilleurs moyens de soulager le pincement antéro-interne lors d'un squat profond. Là, c'est une autre étude
qui montre les effets immédiats justement de ce type de mobilisation sur la mobilité et notamment sur la douleur également chez des patients avec ostéoarthrésis. Donc, vraiment un exercice qui nous permet d'avoir un effet immédiat. Et c'est ça qu'on va rechercher pour le test-retest. Vous allez le voir juste après dans le cas clinique. Ce type de mouvement peut également être fait pour la cheville, sur la talocrurale ou sous la soutalienne, en changeant l'angle. On a également des études là-dessus qui nous permettent, en fait, qui ont vu que justement on avait une amélioration de la dorsiflexion en réalisant par exemple 3 séries de 10 de ce type d'exercice. Respectez bien l'axe, c'est-à-dire que soit je veux faire ma talocrurale et donc du coup je vais me mettre sur le talus et je vais venir tracter vers l'arrière et le dedans, soit je vais faire ma soutalienne et à ce compte-là je vais tracter vers l'arrière et le dehors, d'accord, pour rester dans mon axe. Et donc là, je vais avoir un élastique qui sera un petit peu plus avancé sur le col du talus. Et je vais venir faire des flexions en fait, de buste, revenir et approcher, ce qui va entraîner une flexion, une dorsiflexion de ma cheville. Et ce qui va être intéressant, par exemple, par rapport à la thérapie manuelle avec ce type de mouvement, c'est que vous allez induire le glissement, donc qui est le glissement physiologique. Quand on fait une dorsiflexion de cheville et votre talus vient écarter l'amortisse tibio-fibulaire et il vient glisser vers l'arrière. Donc quand vous allez faire votre mouvement, vous allez avoir ce phénomène-là qui va être facilité par la bande. Donc, vous allez faire une intégration motrice de la correction. Vous allez faciliter le mouvement tout en remontrant à votre cerveau que votre cheville peut aller dans cette mobilité-là avec ce glissement-là. Donc, vous allez vraiment faciliter le maintien de votre correction. La floss band, ça c'est un outil qui est très peu utilisé chez nous. Et c'est un outil qui est absolument très, très intéressant, notamment sur tout ce qui est chronique. C'est utilisé beaucoup aux États-Unis, c'est utilisé beaucoup dans le crossfit. Et il y a beaucoup d'athlètes qui l'utilisent. C'est basé sur la compression intermittente. C'est un outil qui coûte 15 ou 20 euros, que vous pouvez trouver très facilement. Et donc, du coup, le principe, en fait, ça va être basé sur la compression intermittente. Donc, ça va être très puissant. Ça va rétablir les surfaces de glissement, ça va relâcher les trigger points, ça va remécaniser les tissus cicatriciels, traiter l'œdème et améliorer l'amplitude. Sur une entorse de cheville fraîche où il n'y a pas de thrombose, vous allez réussir à réduire l'œdème en 10-15 minutes en réappliquant plusieurs fois. Donc, le principe va être de réaliser une compression par cercle circulaire, plusieurs centimètres en dessus et en dessous de la zone. On va mettre 75% de tension sur la zone ciblée, par exemple si c'est sur l'avant de la jambe qui a le trigger, et 50% sur le reste. Si c'est pour de l'œdème, vous allez mettre 50% sur l'ensemble. C'est un enroulement circulaire avec 1 à 2 cm de chevauchement et avec la possibilité de finir en X, ce qui permettra une mécanisation des tissus. Ça fait un garrot. Ça fait mal, c'est pas agréable. Par contre, vous allez voir que sur les mobilités, notamment de cheville ou sur les mouvements, par exemple, quelqu'un qui a mal au genou lorsqu'il s'accroupit, vous allez gagner de l'amplitude et pareil, vous allez faire de la réintégration motrice de mouvement. Lorsque vous allez mettre la bande, par exemple, sur une cheville, vous allez venir entraîner les mouvements que vous désirez. Par exemple, vous pouvez le mettre sur une cheville ici et venir travailler sa dorsiflexion, le mettre par exemple en position accroupie avec des rotations de buste pour changer l'angle de dorsiflexion. Et vous allez faire ça pendant 2 à 3 minutes et en entraînant le plus de contractions possible de tous les muscles du secteur que vous voulez travailler. Parce que du coup, vous allez faire, entre guillemets, du blood fluid restriction. Votre muscle va avoir plus de mal à se contracter. Vous allez envoyer plus de messagers au niveau neuronal et donc du coup avoir encore plus d'efficacité. Une fois que vous allez l'enlever, vous allez avoir une survascularisation de votre zone et donc du coup, une amélioration très souvent de la mobilité. Bien sûr, si le pied il devient bleu, d'accord, ou si la personne déclenche une crise de panique ou de claustrophobie, eh bien vous l'enlevez et on ne le reproduit pas. Ça, jusque-là, je pense que je n'avais pas besoin de vous le dire, mais bon, sait-on jamais. Les études qui justement montrent l'efficacité de la floss band, je pense que je ne vais pas arrêter de vous embêter trop avec les études pour le coup. Vous pouvez les retrouver dans PubMed, vous tapez floss band. Et là maintenant, juste avant d'attaquer les cas cliniques, on va regarder le principe d'étagement articulaire. Ça, c'est décrit par le docteur Aaron Orchig via Gray Cook, qui est aussi un formateur assez célèbre. Donc, ce principe-là, c'est que notre corps, on va retrouver cette cause d'interdépendance aussi entre structure de mobilité et structure de stabilité qui se superposent l'une sur l'autre. Donc,
Le pied est notre structure de stabilité qui s'enracine dans le sol, la cheville notre structure de mobilité, le genou notre structure de stabilité, la hanche notre structure de mobilité. Dès qu'on va avoir en fait une dysfonction d'une de ces structures de mobilité ou de stabilité, ça va entraîner des compensations sur tout le reste. Je suis d'accord avec vous. Une cheville, elle a besoin de stabilité aussi. Ce n'est pas pour rien que sur notre cheville, on travaille sa stabilité. Mais c'est son rôle principal qui va nous intéresser. Donc la cheville, son rôle principal va être sa mobilité, son range of motion. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir l'observer de manière souple, d'accord, cette classification, mais ça va nous permettre justement cette relation d'interdépendance. Le pied, justement, qui a tendance à devenir instable au mouvement, ça va entraîner énormément de compensation sur le reste, etc., etc., etc. Le genou, c'est une institution de stabilité qui va faire défaut. Donc, c'est une situation où on va devoir besoin de travailler sa stabilité. Et justement, si notre cheville n'a pas sa mobilité, on va se retrouver avec des contraintes de genou. Pareil, si notre hanche n'a pas suffisamment de mobilité, on va se retrouver avec un problème de stabilité de genou, etc. Ça fait beaucoup d'etc. Donc, tout ça, pour en faire quoi? Je vous ai bien bassiné avec la relation de stabilité-mobilité et surtout sur la nécessité de diagnostiquer et de rééduquer un mouvement plus qu'une structure. Le fait de diagnostiquer et rééduquer ce mouvement va permettre justement de moduler la douleur du patient et d'agir sur la cause de ce qui l'amène. La douleur d'une structure, ça vient d'une combinaison de déficits et traiter seulement l'articulation sans l'intégrer ensuite dans le mouvement, ça fera que repousser l'échéance. On néglige trop souvent l'intégration fonctionnelle de nos corrections dans nos traitements. Plus vous allez réussir à réintroduire un mouvement sans douleur, plus la personne va pouvoir le maintenir. On va prendre du coup, ça y est, on attaque les cas cliniques. Wouhou, là, c'est le bonheur. On va prendre un exemple. C'est un patient qui est cuisiniste, avait une douleur depuis très longtemps sur le genou droit au foot, au niveau du tendon rotulien. Ça a été diagnostiqué comme tendinopathie quadricipitale, avec une position à genoux difficile, une douleur lors du port de charge et un renforcement à la salle. Il a fait des ondes de choc, il a fait des traitements locaux de la zone et ça n'avait pas marché. Donc, du coup, on avait fait une observation justement de son squat, ce qu'on va voir maintenant. Tac, c'est ici. Et on va regarder un petit peu ce qu'on voit. Donc là, oui, c'est bon, ça partage l'écran. Que je décale ça juste. Donc, on va lever le son. Donc, la consigne va être simple. On va lui demander de faire un squat. S'il ne sait pas faire, de s'asseoir et de se lever. Chez une personne âgée, justement, on l'utilisera comme ça. Qu'est-ce qu'on voit déjà sur son squat? Alors, on va lui demander de mettre les bras tendus, de ralentir un peu le mouvement. Et on va regarder tout de suite, déjà, qu'est-ce qu'on peut observer. Si on ne peut pas... Ici. Alors, déjà, lorsqu'on voit ici, on voit lors de son mouvement entre ici, tac, 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 tac. Et là, si vous regardez au niveau de son genou, on a un oscillement latéral au niveau du genou gauche et également au niveau du genou droit. Un affaissement du dos qu'on va voir ensuite un petit peu plus là. C'est une erreur très commune lors d'un squat, ça s'appelle le butt wick. Donc là, on va s'en approcher maintenant. Voilà. Donc ici, si on observe à ce niveau-là, là où on a le zoom, au niveau de votre squat, normalement, lorsque vous le faites, vous êtes censé maintenir une colonne dorso-lombaire neutre. Donc, ici, on est quasiment encore maintenu et juste là, on vient complètement à rouler, ce qu'on appelle le butt wick ou l'enroulement sipho-lombaire. Si on le regarde une fois de plus, là, on est bien. Et là, plaf, on a vraiment tout le bassin qui vient s'enrouler ici. Ce défaut de mobilité, cette erreur, elle vient il y a plusieurs causes possibles. D'une restriction de mobilité de hanche et souvent aussi d'une restriction d'un déficit de gainage dorso-lombaire, un déficit de corps. Donc ça, c'est notre premier point. Ensuite, on va venir se pencher un petit peu plus sur notre segment jambier. Donc lorsqu'il descend, hop, ce qu'on peut voir, c'est que déjà, au niveau de ses pieds, il se met en position relativement écartée. Le fait de se mettre en pied écarté, en fait, c'est pour masquer notre déficit de hanche. Si vous faites un squat avec les pieds parallèles, vous allez voir déjà beaucoup plus de choses, vous allez avoir beaucoup plus de mal de le mettre en place. Si je vous remonte, par exemple, au tout début, lorsqu'il le lance, si vous regardez son pied gauche,
hop, il vient ouvrir son pied gauche juste à ce moment-là parce que lorsqu'il y est, c'est difficile pour lui de venir chercher. Du coup, il vient ouvrir un petit peu plus pour trouver un petit peu plus de confort. Ce qu'on voit également ici, c'est son genou qui vient s'écraser vers l'intérieur avec ses pieds. On va le voir un petit peu plus ici. Tac. Donc là, si on regarde son genou, il vient se projeter à l'intérieur de sa ligne de pied. Et surtout, regardez au niveau de son pied qui s'affaisse. Là, au niveau de sa hanche, il est trop raide. Du coup, il essaie de venir ouvrir. Et là, du coup, il se plaint d'une petite douleur au dos lorsque, justement, il cherche à ouvrir ses hanches. C'est là qu'on retrouve, justement, cette compensation entre hanche et dos. Là, maintenant, ce que je vais vous demander de regarder, c'est son orteil à droite. Si vous regardez son orteil à droite lorsqu'il descend, vous allez le voir. Là, son orteil se lève. On va le mettre un petit peu plus en évidence en lui demandant d'avoir les pieds parallèles. Donc là, c'est la consigne que je lui demande. Je lui dis, mets tes pieds parallèles, s'il te plaît. Et là, justement, lors de la descente, regardez, en fait, lorsqu'il va venir faire une ouverture de hanche en descendant, hop, son gros orteil va venir se lever. Ça, c'est dû à deux choses. Ça nous indique deux choses importantes. Une restriction de hanche, et là, on retrouve sa douleur de genou. Ça nous indique une restriction de hanche vers la rotation externe, mais aussi un déficit de rotation interne de tibia. Ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on néglige très souvent, la rotation interne de tibia, mais sur tout ce qui va être triple poussé, c'est quelque chose qu'on va retrouver vraiment de façon fréquente. Donc, à l'observation du squat, on retrouve difficulté à maintenir le dos, affaissement des pieds avec compensation en ouverture et valgus dynamique, plus cet orteil qui se lève. Je ne peux pas passer. Donc, du coup, qu'est-ce que ça nous donne, ce test? On sait qu'au niveau, déjà, il va falloir qu'on teste la hanche et il va falloir qu'on teste le tibia. À côté de ça, on sait qu'au niveau du dos, le maintien n'est pas très très bon. Ce n'est pas notre priorité tout de suite. On va d'abord aller sur l'articulation sus et sous-jacente. Donc, du coup, on va essayer de mettre en place des tests qui sont reproductibles. Pareil, on a des études justement qui les valident, plus ou moins sur la spécificité et sensibilité. Ce qui nous intéresse à nous, c'est que quand on le fait au départ et quand on le fait ensuite, c'est exactement le même test. Il y a des vidéos de tous ces tests-là avec ce patient, si vous voulez. Là, pour réaliser vraiment le même test, il y a le talon, il y a une marque qui est faite sur la cuisse où on pose le talon et on vient prendre une mesure justement entre le côté externe du genou qui est marqué également par un stylo et la table. Donc, chez lui, d'abord, on a testé sa hanche. Entre sa hanche droite et sa hanche gauche, au niveau du test du Faber, à sa hanche gauche, on a 23 cm de la table. À sa hanche droite, on a 31 cm. Ensuite, on est venu tester, comme je vous ai dit, du fait que son orteil se lève, on a une suspicion de déficit de rotation interne. Lorsqu'on vient faire le test de rotation interne, donc en position assise, justement, la bande bleue du milieu marque la position neutre, la bande bleue à droite marque sa rotation externe maximale et sa bande bleue à droite marque justement sa rotation interne. On peut voir que l'angle entre la rotation interne à droite et à gauche est plus faible à droite qu'à gauche. Donc du coup, ça corrobore ce qu'on avait trouvé. Si on fait notre synthèse, on a une cheville avec une mobilité qui était correcte, donc au test de cheville, c'était correct, il n'y avait pas de problème. Une hanche hypomobile qui a des difficultés à venir créer le torque externe. Dans le torque externe, c'est le mouvement d'activation fessière avec l'ouverture de hanche et une colonne thoracique qui compense en flexion. Les structures de stabilité, il y a ce décollage des orteils, donc une structure de stabilité de pied qui a une perte de stabilité, un affaissement interne, et le genou, la douleur au niveau de la rotule avec ce valgus dynamique et les lombaires. Donc du coup, on a réalisé le plan de traitement. Le plan de traitement, on a deux tests qui sont très positifs. On va partir sur 3 séries de d'immobilisation de hanche sous élastique. La technique que je vous ai présentée un peu avant. Donc là, ici, vous pouvez voir, il y a l'élastique qui vient tirer à 45 degrés. Le patient est positionné. Le poids va nous permettre de mettre un petit peu plus de charge avec un maintien du tronc. Et on va venir faire des avancées reculs, 3 fois 10 répétitions pour venir travailler justement sur notre hanche. Donc avec une tenue de 5 secondes en position externe. Pareil, j'ai la vidéo si vous le souhaitez pour tout à l'heure. Ensuite, on va venir réaliser des exercices de rotation interne tibiale. Et ensuite, une fois qu'on a fait ces 3 séries de 10 de chaque, donc on n'a fait que 3 séries de 10 de chaque, on va venir retester. Lorsqu'on reteste, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve justement un 21 cm à droite. Je vais vous mettre la photo comparative et une rotation interne qui s'est bien améliorée. La rotation interne, c'est un exercice qu'on fait avec
Je vous le montrerai tout à l'heure. Et ensuite, ça, c'est l'intégration motrice. Ce qu'on retrouve, du coup, je vous montre le comparatif. Ça, c'est le avant. Donc, on a 3 points pouces. Et ici, 2 points pouces, avec donc le 31 et 21 cm. La rotation interne entre au début et ensuite. Je suis d'accord, j'aurais dû enlever la chaussette dès le départ. Donc, on a une vraie amélioration immédiate. Une fois qu'on a fait ça, on lui fait de l'intégration motrice avec cet exercice-là, où il va devoir maintenir avec son gros orteil la bande lorsqu'il descend en ouvrant les hanches. Ce qui fait que déjà, on va mettre une intégration du schéma fonctionnel dans son mouvement. Ce mouvement-là n'était pas douloureux déjà à ce moment-là. Une fois qu'on a fait ça, du coup, on va regarder sa vidéo. Voilà. On va regarder sa vidéo juste après, qui est là. Tac, vidéo est dit. Ouvrir avec VLC. Voilà, c'est le moment où il ouvre. Bon, il sourit parce qu'il est content. Donc, du coup, on se retrouve où il arrive à venir ouvrir beaucoup plus facilement au niveau de ses hanches. Regardez son gros orteil qui reste bien accroché. On voit bien l'activation de son pied à ce niveau-là. On n'a pas de douleur. Son dos, on a encore un petit butt tweak à la fin, mais qui est réduit. Et si vous regardez, on a vraiment une ouverture de hanche qui est bien meilleure. Donc, ce qui est intéressant, c'est que sur 2 fois, on a fait 3 fois 10 des 2 exercices, on se retrouve avec une douleur en fait qui disparaît et un schéma moteur qui semble bien plus efficient, alors qu'en fait, on n'a en soi pas fait grand-chose. On n'a fait que 3 fois 10. Et lui, sa douleur qu'il avait au départ, mais il la sent plus. Donc, du coup, il est déjà motivé à faire ses exercices, puisque déjà, ça a marché et il se sent confiant dans ce que vous lui proposez. Et vous, vous savez déjà que ce que vous avez fait, vous avez vu les différents tests qui se sont améliorés, donc vous savez déjà que vous êtes sur la bonne piste. Ça, c'est un cas un peu plus simple. Là, on va partir sur le cas d'une consoeur qui, elle, a une... Attendez, je regarde s'il n'y a pas des questions tant que j'y suis. Bon, ça va. Tac. Donc, le cas d'une consoeur qui a fait une fracture de cheville. Donc, en 2019, donc bien chronique, fracture de cheville gauche sur une chute en flexion dorsale, au bloc escalade. Là-dessus, elle a fait une rééducation. Donc, sur la réunion, elle avait fait une rééducation avec, elle avait eu, je crois, 2 ou 3 cabinets kinés. Et elle avait déclenché une ténosynovite du tibial postérieur en janvier 2020. Vous voyez, ça date un peu. Ça, je l'ai vu il y a 6 mois, cette patiente. Donc, suite à ça, elle a fait cette ténosynovite et qui reste et qui est persistante depuis, et elle se plaint de douleurs et de raideur dans sa cheville. J'allais vous voir. On va aller voir. Hop, sa vidéo. Fichier. On peut gérer ça. Ici. Donc, comme vous allez voir, c'est une consoeur, elle n'est pas folle, elle sait qu'elle est raide, donc du coup, au départ, elle ne va pas dans toute son amplitude. Elle réduit au maximum pour ne pas aller dans la zone raide. Donc, du coup, on va lui demander d'aller un petit peu plus profond et plus lentement pour avoir un meilleur contrôle du mouvement. Lorsqu'elle commence à faire ça, on va voir que ici, pareil, on retrouve cet enroulement lombaire qui est provoqué, d'accord, le butt tweak de tout à l'heure. Je vous laisse voir. Il est plus léger que chez le patient d'avant, mais on le retrouve aussi. Si on regarde ses pieds, ils sont bien ancrés dans le sol. Mais pour améliorer son contrôle dos, ce qu'on va lui demander, ça va être de venir mettre les bras tendus devant. On va lui demander de venir écarter les hanches pour voir si elle en est capable. Donc là, on voit toujours ce dos qui s'affaisse. Donc c'est là où on va lui demander de venir tendre les bras. Voilà, pour améliorer un petit peu, de ralentir, voilà, et de rester jusque-là où elle arrive à ne pas compenser. Une fois qu'on est là, on va aller venir voir qu'est-ce qui se passe au niveau de notre pied, genou, hanche. Lorsqu'on est ici, je lui demande de venir écarter ses hanches pour venir réaliser son torque externe. Si je vous mets le son, ça ne va pas marcher, donc c'est ce que je lui demande. Et là, elle me dit, ce n'est pas possible. Donc je lui demande, voilà, donc là, elle montre avec les doigts d'écarter, et là, elle me dit, ah ben là, je suis au max. Et je ne peux pas plus. Si on regarde chez elle, du coup, là, on a un dos qui est bien engagé.
on a un point intéressant sur une fracture de cheville chronique avec des douleurs, c'est qu'elle n'a pas de chiffre de hanche, c'est-à-dire qu'elle ne bascule ni d'un côté ni de l'autre, son poids est également réparti. Et au niveau de ses pieds, on est sur une orientation assez symétrique. Donc, du coup, suite à ça, pour voir d'où ça vient, on est venu mettre tac, 2 cales, c'est celle-ci, sous ces talons. Vous allez voir, c'est très intéressant. Vous allez voir justement l'influence de la dorsiflexion de cheville par rapport à la mobilité, par exemple, de nos hanches. Donc là, on lui a mis 2 cales sous chaque talon, ce qui nous fait un petit surlèvement de 2 cm. Regardez lorsqu'elle fait ça, comme elle arrive beaucoup mieux à ouvrir ses hanches, de façon vraiment très nette. Et vous pouvez voir ça. Au niveau de son pied, on est toujours sur un bon contrôle moteur, une arche interne qui est efficace. Et donc, du coup, on va venir tester sa cheville avec un test le plus reproductible possible. Ce test-là, c'est le test 13 cm du mur. Normalement, lorsque vous venez mettre votre orteil au niveau de la ligne, vous devez pouvoir, avec votre genou, sans partir ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur, toucher le mur. Et bien là, chez elle, on est quand même très loin. Donc, comme vous pouvez voir, on a vraiment une distance au niveau du mur qui est importante, ce qui témoigne vraiment d'un déficit de flexion dorsale au niveau de cette cheville. On est à 4 doigts. D'accord? Si on vient voir son autre cheville, 3 doigts, 4 doigts. Si on vient voir son autre cheville, eh bien, on vient quasiment toucher ou un doigt. Je ne peux pas caler, j'arrive à caler 2 doigts, un doigt, elle touche. Donc, du coup, on sait déjà qu'on a une grosse asymétrie entre nos deux chevilles et un gros déficit au niveau de cette flexion dorsale. Donc, on a quand même vu également que c'était difficile de venir ouvrir les hanches. Avec la cheville qui était surélevée, c'était mieux. Mais par contre, on avait quand même cette difficulté-là. Donc, on va aller venir voir, vu qu'on est sur du chronique, on a beaucoup de compensation, on va aller venir voir ce complexe. Donc, lors de ce complexe, qu'est-ce que ça nous indique? L'impossibilité de réaliser un torque externe, un affaissement dorso-lombaire, le bon contrôle moteur de pied, l'affaissement de la cheville, et avec la cale talon, un meilleur mouvement. On est dans un contexte de chronicité, donc plusieurs compensations, une nécessité du coup de prioriser les actions. Si on commence à aller vouloir tout traiter, on ne sera pas efficace. Donc on va mettre en place ces tests de mobilité cheville, hanche, rotation tibiale, et donc du coup, on va voir ça. La hanche, on ne sait pas encore si c'est un problème de mobilité, un problème d'activation. Donc on teste un peu tout ça. Donc ça, c'est le test de la cheville, où on voit cette différence entre jambe droite et jambe gauche, d'accord? Le test de rotation tibiale qu'on a fait chez notre patient d'avant. Donc, on peut voir justement qu'au niveau de la droite, chez elle, c'est la rotation externe qui est beaucoup plus difficile. La rotation externe qui est beaucoup plus difficile, où on se retrouve avec une rotation externe au niveau de la cheville gauche qui est de 12 unités de longueur, alors qu'il y en a 14 ici. Donc, vous pouvez voir ici avec le trait qui vient signifier justement la différence. Nos tests de hanche, où on se retrouve avec une légère limitation de rotation externe, de rotation interne, pardon, au niveau de la hanche gauche, et également une rotation externe. Au niveau du test Thomas, on a une légère réduction de mobilité sur nos deux jambes, qui n'est pas non plus hyper significative. Donc, sur notre Faber, par contre, on a un test Faber légèrement positif, qui retrouve donc du coup un petit peu avec une douleur à la sacro-iliaque, donc et un déficit de 3 cm par rapport à l'autre côté, qui témoigne un petit peu de cette difficulté à venir ouvrir cette hanche. Au niveau du pont fessier, c'est intéressant, lorsque vous avez des gens lombalgiques notamment, vous avez beaucoup de personnes, vous avez beaucoup d'études qui parlent de l'amnésie fessière. L'amnésie fessière, c'est pas que vous avez oublié que vous avez des fesses, c'est juste que vous avez du mal à les contracter et que vous allez faire des surcompensations ischio et spinales plus souvent pour le compenser. En fait, quand vous allez faire le pont fessier chez un patient, et quand on le fait chez elle, on a la vidéo aussi, mais ça va être trop long, c'est que elle, quand elle fait ça, la seule chose qu'elle sent, ça va être ici, au niveau de ses spinaux et au niveau de ses ischios. Il n'y a pas de contraction fessière, elle ne sent pas ses fesses se contracter. Et si vous lui faites un pont fessier unilatéral, du côté gauche, c'est possible, du côté droit, c'est possible, du côté gauche, c'est impossible. Donc, elle se retrouve à avoir beaucoup de mal à monter et pareil, elle ne sent pas la contraction fessière.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'amnésie fessière. Et ça, il faudrait faire des exercices neuromoteurs d'activation pour pouvoir le faire. Donc la synthèse. Cheville, déficit de flexion dorsale. Donc du coup, on sait déjà qu'on va mettre en place la libération articulaire par élastique, la floss band pour les tissus mous vu que c'est chronique, le déficit de rotation externe tibiale. Donc ça, on va faire pareil, de la libération articulaire par élastique et intégration chemin moteur. Donc, et après, le déficit de mobilité de hanche avec, pareil, les hivers. On va voir ça. Et le déficit de voyage dorsolaire qu'on verra dans un second temps. Nécessité de prioriser les actions. Donc, on a vraiment toute une chaîne de conversation qui s'est mise en place. On a mis en place ce type d'exercice. J'ai les vidéos avec la patiente et c'était plus simple de vous montrer de cette façon-là. Marqueur a mis, donc, mis en place le protocole avec la floss band, mobilisation en flexion dorsale avec des principes de rotation pour mobiliser vraiment toutes les fibres de notre cheville et les fibres de notre triceps sural. La mobilisation de cheville, la libération de cheville avec la bande élastique sur la soutalienne et sur la talocrurale, donc 2 séries de 10 avec les 2 axes comme je vous ai dit, et après une mise en place d'excentrique sur notre gastroc avec la floss band, justement pour bien venir mécaniser nos fibres musculaires. Si on vient sur sa cheville, donc justement avec ce protocole-là, donc une fois, hein, d'accord, c'est une seule fois, on a la floss band qu'on a fait ici, la libération de cheville, 2 séries de 10, et 5 secondes de tenue et la mise en place de 3x10. On se retrouve avec une amélioration immédiate de sa flexion dorsale de cheville. Ça, c'est après 2 séries. Sur les chevilles, c'est là où vous allez avoir la progression la moins rapide. Malgré une modification sur le moment, ça va être la planification qui va être la plus longue pour récupérer la flexion dorsale. Ce qui va être intéressant, c'est le résultat après 2 semaines de protocole. Donc, elle a mis en place le protocole et on se retrouve à 2 doigts. À 4 semaines, on était au mur. Donc avec une amplitude complète. Là, on voit d'un peu plus près. Ensuite, la correction de rotation externe de tibia, qui a été fait via cet exercice, dont l'élastique sert à faire du reactive neurotraining, entraîner la rotation externe, la facilité. Et en fait, on va venir entraîner une rotation externe de tibia en maintenant son genou. 2 séries de 10. Pareil, on se retrouve avec une amélioration et de la rotation interne et de la rotation externe pour le coup, avec 2 séries de 10. Donc, ça vous prend même pas 5 minutes. La correction de hanche, d'accord, donc avec l'élastique ici, le poids et l'ouverture. Et on se retrouve 24 cm avant, 21 cm après, avec la douleur à la sacroiliaque qui a disparu lorsqu'on fait l'exercice. Et ensuite, l'intégration dans le mouvement fonctionnel, c'est-à-dire qu'on a récupéré sur chacun de nos tests, on a une amélioration de notre mobilité, on vient tester dans notre mouvement, et ensuite on vient activer les muscles avec cette bande au niveau des chevilles. Il y a beaucoup de gens qui mettent la bande au niveau des genoux. Ça peut être une consigne. Les études qu'il y a eu montrent qu'il y a une meilleure activation électromyographique si vous le mettez au niveau des chevilles plutôt qu'au niveau des genoux. Ça va être important. Ça va permettre de pérenniser les gains et d'intégrer dans le schéma fonctionnel. Donc la synthèse, l'ensemble des marqueurs ont progressé. Ça nous donne notre plan de traitement. Donc c'est déjà sur quoi on va aller. On va planifier notre traitement à partir de ces exercices-là en augmentant la charge au fur et à mesure. On a une progression de la mobilité qu'il faudra maintenir et après il va falloir activer ses fessiers et plus tard améliorer le contrôle dorso-lombaire. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder tac 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 la différence au fur et à mesure. Donc tout ça, hop là. Ça c'est première séance, fin de première séance. D'accord, on n'a même plus de cale sous les talons. Hein. Est-ce qu'on peut enlever le son? Donc, comme vous pouvez voir là, elle arrive à maintenir son dos. Elle ouvre beaucoup plus au niveau de ses genoux et au niveau de son pied. Du coup, on n'a même pas d'ouverture de pied. L'ouverture qu'on retrouvait un petit peu sur sa droite. Sa cheville ne s'affaisse pas. Et du coup, on a vraiment un changement. Là, vous allez voir la vidéo après 2 semaines. Là, vous voyez, on a vraiment une belle ouverture. Elle pourrait descendre un peu plus bas. Elle s'est auto-filmée sur cet exercice-là. Mais par contre, on a vraiment cette belle ouverture de hanche, la bonne contraction fessière. Là, elle ressort de tout un séjour de trek en Patagonie. Elle a encore des raideurs de cheville de temps en temps. On n'a pas encore récupéré elle n'a pas encore récupéré complètement une cheville indolore. Par contre, au niveau fonctionnel, elle peut à nouveau faire tout ce qu'elle veut. Tac. Je ne me sens plus. Voilà. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui?
qu'on a faim et qu'on a envie de manger. Je suis d'accord. Donc, on a vu l'intérêt de l'examen fonctionnel. On a vu les différentes techniques appuyées d'études et surtout l'intérêt du test-retest. Là, la personne, la patiente, quand elle est venue, que justement, elle a fait je ne sais pas combien de séances de rééducation, elle est kiné, elle a fait un travail de pied, elle a fait du travail de tout ce qu'elle a pu pour essayer de récupérer, sans jamais s'en sortir, sans jamais en fait avoir l'impression qu'elle avait quelque chose qui était efficace sur son soin. Donc là, l'avantage d'avoir eu ce fonctionnement-là, sur son traitement, ça lui a permis en fait d'adhérer au traitement, de se voir, oui, en effet, j'ai une efficacité de ce que je fais, ça vaut le coup que je le fasse, je vais le maintenir, je vais du coup avancer dans ce protocole-là, et là, je sens que ça agit. On a vu différentes techniques qui sont appuyées d'études, on a vu la prise de marqueurs reproductibles pour les bilans, ça c'est hyper important, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une reproductibilité, même vis-à-vis de votre patient, de se faire prendre conscience de l'évolution de son traitement, parce que souvent, je vous donne un exemple tout bête, vous avez quelqu'un qui a un torticolis, il arrive, il tourne à 30 degrés de rotation droite. Vous faites votre séance, à la sortie, il a 75-80, et là vous dites, ah c'est quand même beaucoup mieux, et vous dire, ah vous trouvez, non, moi j'ai toujours mal. Et ça, c'est parce que vous ne lui avez pas fait prendre conscience de son amplitude de rotation. C'est-à-dire que vous faites la même séance, vous l'asseyez avec la chaise sur un repère au sol, et vous lui demandez de regarder quel est le point qui voit le plus loin à droite. Donc, il va vous dire, je vois ça. Et qu'ensuite, vous lui faites la séance, et là, vous lui faites dans la même position, tourner la tête à droite, et en fait, il se rend compte qu'il voit derrière lui, et bien là, il est déjà, au niveau neuronal, etc., il se dit, je vais mieux. Et rien que parce qu'il se dit, je vais mieux, ben, il va aller mieux. Parce qu'il est déjà dans ce schéma de guérison. Parce que lui a fait prendre conscience que sa mobilité est meilleure. Et ça, c'est hyper important. L'intérêt du test-retest, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas assez. Et après, on a essayé de voir aussi l'intérêt de la cohérence du traitement et de la prise de conscience du mouvement par notre patient. Il y a plein de choses qu'on n'a pas vues. On n'a pas vu plein de compensations qu'il y a, le chiffre de hanche, qu'est-ce que c'est que ça apporte, le déficit d'archet interne au niveau du pied, de quoi il peut être dû, l'adduction du gros orteil, comment justement ça va répercuter sur nos mouvements. Il y a énormément de compensations qu'on peut voir avec le squat, et l'avantage que ça a, c'est que quand vous allez savoir voir ces compensations-là, vous allez pouvoir l'appliquer à quasiment tous les mouvements. Donc, du coup, vous allez vraiment pouvoir faire un socle fonctionnel à vos patients et avoir cette analyse, du coup, cohérente, clinique et reproductible qui va vous permettre à chaque fois d'être autocritique envers vous et aussi de montrer à votre patient à quel point ce qu'il fait, ça marche. Et ça change vraiment beaucoup de paramètres. Et donc après, bon, il y a plein d'exercices de libération qui existent, etc. On ne peut pas tout voir en une heure, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Alors, merci beaucoup Thomas déjà pour cette intervention et cette approche sur le squat qui est vraiment très très intéressante. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à activer directement votre micro, soit à poser des questions sur le chat si vous êtes timide, c'est comme vous voulez. Moi j'ai une question. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu donnes comme consigne à tes patients, juste de descendre en squat, ou parce que s'ils ne savent pas faire un squat ou s'ils savent faire un squat, c'est pas la même chose. Alors, s'ils savent pas faire c'est une très bonne question. S'ils savent pas faire un squat, par exemple, on va prendre l'exemple de Ginette, 85 ans. C'est sûr que si on lui dit, allez, fais-moi un squat, c'est un peu compliqué. Eh bien, on va juste déjà l'asseoir sur une chaise et on va lui demander de se lever. On va voir déjà comment elle s'organise quand elle le fait. Est-ce que déjà, par exemple, on va prendre l'exemple typique de l'arthrose de genou. La douleur de genou, elle vient vous voir parce qu'elle a très mal au genou. Et là, quand elle s'assoit, vous la voyez qui vient. Elle a ses deux genoux qui se touchent, qui font un X, et elle se tient en même temps à la table. On va lui demander, pour réaliser un mouvement proche de la biomécanique du squat, de mettre ses deux pieds, ses deux talons au niveau des pieds de la chaise. Et du coup, d'essayer de mettre ses genoux au-dessus et de venir se lever, éventuellement avec une aide. Là, déjà, quand vous allez faire ça, vous allez voir, OK, elle y arrive pas. Si elle y arrive avec une aide, OK, est-ce que là, ça fait mal? Ça fait pas mal. Donc, vous voyez, même avec une personne âgée, vous allez pouvoir le mettre en place. Et ce qui va être intéressant, notamment sur ça, c'est que vous allez voir si, une fois que vous lui mettez les deux talons sur les pieds de la chaise et que vous lui faites ouvrir les genoux, sa douleur, elle va être modulée. Elle va dire, ah ben, c'est vrai que j'ai moins mal quand je fais ça. Ah, ben, ça peut être intéressant déjà. Et après, vous allez pouvoir, du coup, elle va comprendre un peu mieux le mouvement. Donc, vous allez voir toutes les compensations au fur et à mesure.
Donc, ne serait-ce que le assis debout, c'est la base du squat. Ce qui va être intéressant après, donc, vous allez voir ensuite, si on le met sur des sportifs qui sont quand même plus aguerris, des fois sur le squat, un squat simple, les compensations vont être moins visibles. À ce compte-là, on va lui faire prendre la barre, on va mettre du poids. Si c'est toujours pas visible et qu'il n'y a pas de douleur qui est reproduite par ce mouvement-là, eh bien, rien ne nous empêche de partir, par exemple, sur un pistol. Le pistol, vous voyez ce que c'est? Ouais. Ouais. Donc, si on part sur un pistol, on va mettre beaucoup plus facilement toutes les compensations corporelles du corps. Sur un pistol, si vous n'avez pas la mobilité de cheville possible, la personne elle va tomber sur ses fesses automatiquement. S'il n'y a pas une bonne ouverture de hanche, pareil, il y a un valgus de genou qui va se mettre en place. Alors du coup, merci à ceux qui étaient là ce soir d'avoir participé au webinaire, de l'avoir visionné. Donc, il y avait beaucoup plus d'inscrits que ça sur ce webinaire-là. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont le regarder en replay. Parce que vous allez retrouver tous les webinaires qu'on a déjà fait, pour ceux qui ne connaissent pas, directement sur notre site mkngformation.fr. Donc, vous créez un espace client et après, vous avez accès à ces webinaires-là en replay. Par rapport à Thomas, donc Thomas, il va faire une formation sur le thème qu'il vous a proposé ce soir. Donc, voilà les différentes villes et les différentes dates qui sont proposées. Donc, Montpellier, Toulouse, Ajaccio, Strasbourg, pour l'année 2023. Ces formations-là, donc là, pour l'instant, les demandes de prise en charge FIFPL, DPC ne sont pas encore ouvertes, étant donné que le FIFPL et le DPC n'ont pas encore décidé de leur thème prioritaire pour 2023. Donc, dès que les formations, dès que les thèmes prioritaires seront publiés, on fera les demandes de prise en charge et il n'y a pas de raison que ça ne soit pas pris en charge, étant donné que c'est quand même une formation qui est très evidence-based practice aussi. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, encore une fois, merci. Je vous souhaite de bonnes fêtes d'année. D'accord. On va retrouver d'autres webinaires à la rentrée. Donc, on est en train de voir encore avec d'autres formateurs, avec d'autres spécialistes dans leur domaine pour des thèmes intéressants. On prépare ça, on attend les dates. Et d'ici janvier, on va publier pour les dates, pour les prochains webinaires. Donc, restez informés. Suivez-nous sur Facebook si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous verrez tout ça. Voilà, prenez soin de vous et bonne fête de fin d'année.